Et bonjour à tous les collègues, c'est Val, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Jean-Mi pour un nouvel épisode de l'émission Au fil du sport. Ensemble, nous allons débriefer de l'actualité sportive de la semaine. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir sur notre Instagram JMV Réflexion. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et salut Jean-Mi, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super aujourd'hui, même avec cette actualité sportive. Et toi Val, comment ça va ? Très bien, franchement, super bien. Semaine riche en annonces et en résultats. De quoi on va parler aujourd'hui Jean-Mi ? Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, et notamment une grosse actualité en Espagne. En Espagne, il y a le tournoi de tennis à Madrid, et également une folle course MotoGP, dont on parlera tout à l'heure. On parlera également du foot, obligatoire. Évidemment. Avec la course à l'Europe relancée pour Nice et la Ligue des Champions, espérons. Enfin, en tout cas, on verra comment se passent les prochains matchs et on parlera un petit peu de ce qui se passe à travers l'Europe du foot. Et on va commencer peut-être par les annonces, comme tu dis. Les annonces, c'est en MMA. C'est en MMA, donc du coup, BSD, Benoît Saint-Denis, notre combattant préféré français, qui a fait une annonce sur YouTube qui a dit qu'il allait recombattre, pas en MMA, en grappling. C'est ça qui est fou. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le grappling ? Le grappling, tout simplement, c'est du jiu-jitsu brésilien sans le kimono. C'est-à-dire qu'ils sont en short t-shirt et voilà, ils se font des prises par terre, des soumissions, des étranglements et voilà. Et franchement, c'est beau à voir, hein. C'est beau, mais c'est ça qui est fou, c'est ça que je me dis, parce que tu t'y connais, enfin, c'est sûr que tu t'y connais mieux que moi, mais Benoît Saint-Denis, qui est un combattant de MMA en UFC, qui est la plus grosse ligue mondiale, oui. Il a un contrat avec eux pour plusieurs combats. C'est pas un contrat comme il peut exister dans le foot ou quoi que ce soit, où c'est un contrat sur une durée. C'est un nombre de combats généralement que ça se passe. Alors sans doute qu'il a pas le droit de combattre en MMA dans d'autres organisations, ce qui est normal. Après, je pense que vu le coup qu'il a pris au dernier combat, je pense qu'il y a un délai d'attente avant un prochain combat, une prochaine annonce pour un combat de MMA. D'accord. Mais donc il a le droit de faire d'autres combats hors MMA, tu crois que c'est comme ça ? Bah après, c'est pas le seul à le faire, hein. Puis ça reste du grappling, il y a pas de coup, oui. C'est que des prises, donc il y a pas de risque de KO. D'accord. Pas de risque de prendre un méchant KO comme il a pris. D'ailleurs, dans sa vidéo YouTube où il parle de ça, il explique bien qu'il a très mal vécu toute cette convalescence et qu'il est très chaud, qu'il est impatient, qu'il a envie de recombattre très rapidement. Du coup, il a annoncé qu'il recombattrait en grappling le 18 mai. Alors, dans la vidéo YouTube, il ne donne pas de nom d'adversaire. C'est dans les petites recherches Twitter et Instagram que j'ai trouvé le nom du combattant. C'était Arman Tsarukyan, l'Arménien qui vient de combattre Charles Oliveira à l'UFC 300, qui a gagné par décision, il me semble, split décision partagée. Oui. Très gros combat. Mais malheureusement, BSD, quelques heures après, a mis une publication sur Twitter comme quoi son combattant a annulé le combat de grappling contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un problème financier ? On ne sait pas. Est-ce que Arman Tsarukyan s'est chié dessus ? Probablement. Non, je rigole. Le mec, vu comme il est chaud, à mon avis, il s'est pas chié dessus. Il a dû avoir un problème derrière. On en saura peut-être plus tard sur Twitter ou les autres réseaux. On verra bien. Ok, bah écoute. Comment ça se finit du coup cette histoire ? Combat tombé à l'eau. On lui souhaite d'avoir un adversaire du même calibre pour cette échéance-là à Paris, ou alors peut-être un combat de MMA, parce qu'on a vraiment hâte de le revoir combattre. On verra bien. Ça serait plus kiffant un combat de MMA. C'est surtout que je pense qu'il a besoin de retourner un petit peu à faire un combat après la défaite qu'il a eue où il était pas tranquille. Non, en plus je pense que putain, il a dû se faire chambrer bien fort. Bah oui, c'est sûr. Bon, après, il y a une autre annonce, un combattant français. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, une autre annonce, Imavov Nassourdine, le 8 juin, contre Jared Cannonier. Imavov Nassourdine, 8e au classement middleweight UFC. Oui. Contre Jared Cannonier, 4e. 4e, et sauf que lui, il a fait 2 grosses perfs, il me semble, alors, l'américain. Ces 2 derniers combats, c'était l'année dernière et il y a 2 ans, contre, alors, je veux pas dire de conneries, contre Sean Strickland et contre Marvin Vettori. Deux combattants qui étaient mieux classés que lui au moment des combats. Donc là, Jared Cannonier, il prend quelqu'un qui est moins bien classé que lui, Imavov Nassourdine.
Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que il peut vraiment gagner. Nassourdine, il est vraiment très fort. Son dernier combat, il était vraiment outsider, on n'y croyait vraiment pas. Au final, c'était Roman Dolidze. Il a fait le mettre KO au premier round. C'était incroyable. Ouais. On a vraiment vu sa marge de progression, sa progression tout court. C'était un truc de ouf. Ça fait vraiment plaisir de le voir combattre à ce niveau-là. Avec sa vitesse, on l'appelle le sniper. Ouais. Bah, ça fait plaisir d'avoir des Français qui performent à l'UFC. À l'UFC. Ça fait plaisir. Hein. Ouais. En plus, là, s'il le gagne, il peut faire, j'espère pour lui, un combat pour le titre. On lui souhaite en tout cas. On espère. Et on verra du coup ce que vaut ce sniper. Ce sniper, putain. Quelle vitesse qu'il a dans les points. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de vitesse, ça roulait fort sur le circuit de Jerez ce week-end. Alors là, tu l'as bien dit. Hein. Quelle belle transition. Tu l'as bien dit, mais surtout que tu as parfaitement dit le nom du circuit. Moi, je me serais peut-être pas permis de le dire, quoique. Jerez. Presque. Presque. Faudrait que tu fasses quelques séjours en Espagne. Quelques séjours en Espagne. Excusez-moi, j'ai pas fait avec 20 espagnol. Je suis désolé. J'ai jamais fait d'espagnol à l'école, donc je te laisse le soin de le dire. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu le Grand Prix en Espagne, on va dire le Grand Prix d'Espagne en MotoGP. Donc c'était vraiment super. 4e Grand Prix de la saison et une course magnifique devant avec la victoire encore de Pecco Bagnaia qui remonte à la 2e place du classement général. D'accord. Après moi je t'explique. À part Fabio Quartararo, je ne connais personne dans la moto. Donc qu'est-ce qu'il a fait notre Niçois? Tu peux nous expliquer un petit peu? Notre Niçois, malheureusement, ce week-end, ça a été très compliqué pour lui en qualification, où il est parti 23e. Il a quand même réussi à faire une très très grosse perf, parce que ce week-end, il y avait 2 courses. Il y avait la course sprint qui se joue sur à peu près une 12aine de tours, d'accord, qui est le samedi, après les qualifications. Donc il est parti de fond de grille, et cette course sprint a été marquée par 14 chutes. Il y a eu 14 chutes dues à une piste mouillée, et donc ça, plus une belle course pour lui, il a réussi à rentrer dans le top 5, donc vraiment super. Je pense que il imaginait pas du tout ça. Maintenant, pour la course de dimanche, sur une piste très très sèche, là il n'y avait pas d'excuse, forcément c'était plus compliqué, donc il est parti 23e. Il a tout de même fait une 15e place, qui est quand même pas mal. Okay. Pas mal. Alors, c'est sûr que c'est pas ce qu'on attend de lui et de sa moto, mais bon. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une superbe course du champion du monde de l'année dernière, Francesco Bagnaia, qui a fait craquer, en fait, Jorge Martin, qui est le leader du classement général actuellement. Jorge Martin qui était sous pression pendant une bonne partie de la course, pendant la première moitié, et dans un virage anodin, en fait, à vouloir freiner trop tard, il a chuté, donc Bagnaia est parti, et en fait on a eu une course magique entre lui et Marc Marquez, qui est 8 fois champion du monde, hein, pour le rappeler. Donc c'était vraiment super, ils se sont donné à cœur joie dans les dépassements, etc. Et donc Bagnaia était obligé même de battre le record du tour de l'histoire du circuit, en tout cas en moto, donc avec une 37 449. Okay. Donc non, c'est cool. C'était vraiment une belle course à voir. Et est-ce que dans les courses de moto, il y a d'autres Français? Oui, il y a Johan Zarco. D'ailleurs, le 06 en force, parce que Fabio Quartararo vient de Nice et Johan Zarco vient de Cannes. D'accord. Donc voilà, malheureusement, Zarco, lui, aujourd'hui, enfin dimanche en tout cas, a chuté en course. C'est Aleix Espargaro, un autre pilote, qui l'a fait chuter pendant un dépassement. Il pouvait rien y faire. Malheureusement, c'est faute à 100% d'Espargaro, mais bon. Pas de blessure grave? Non. Maintenant, tu sais, pour qu'il y ait de vraies grosses blessures, c'est qu'il faut des grosses chutes. Ils sont quand même bien équipés, donc pas de pépins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Martin est toujours leader au championnat du monde. Il avait 47 points d'avance lorsqu'il était leader de la course, et après sa chute, il reste plus que 17 points, donc il repart malheureusement un peu bredouille de cette course, et ça promet en tout cas de très 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 belles courses. Donc on verra la suite, mais en tout cas très beau week-end d'Espagne, du Grand Prix d'Espagne, et très beau week-end en Espagne tout court, parce qu'en Espagne en ce moment on va changer de ville et on part à Madrid maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Madrid? Tu le sais. Il y a eu le tournoi de tennis. Exactement, le Masters 1000 de Madrid. Alors il est pas terminé, en fait il a commencé il y a seulement 3 jours.
D'accord. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment mon sport favori. D'accord. La semaine dernière, pour ceux qui nous ont écoutés, tu nous as dit que ton idole Rafael Nadal avait joué. Il avait perdu au deuxième tour la semaine dernière, non, ou il y a 2 semaines pour le Semaine dernière. tournoi de Monte-Carlo. Au tournoi de Monte-Carlo, en fait, il était blessé, il a pas joué. Il a joué à Barcelone la semaine dernière, pardon. et il a perdu au deuxième tour contre l'Australien de Minaur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait à Madrid? Écoute, il a pris sa revanche parce qu'il a battu au deuxième tour de Minaur aussi. De Minaur, il faut savoir qu'il est numéro 11 mondial. Donc pour un retour, une reprise, c'est vraiment bien. Il a vraiment élevé son niveau de jeu, vraiment très puissant. Pour quelqu'un qui est très blessé, 37 ans, qui est retombé à la facilement 600 ou 700e place mondiale. Voilà, il a pris sa revanche en 2-7, donc je suis très heureux. C'est ce que j'allais te demander. T'es heureux? T'es satisfait de Raphaël? Oui, bien sûr. Là, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il a annoncé quelque chose. Il est un peu pessimiste, mais il a dit que dans l'état actuel des choses, si son état physique restait tel qu'il est aujourd'hui, il ne prendrait même pas le risque de jouer à Roland-Garros. D'accord. Donc voilà, j'espère qu'il va vite reprendre le rythme et j'aimerais le revoir une dernière fois à Roland, ce serait top. Donc voilà, c'est toujours bien. Maintenant, on en est qu'au 16e et 8e de finale sur ce tournoi, donc ça va se dérouler encore toute la semaine. Son prochain match, c'est contre qui? J'ai plus le nom, mais c'est contre un Italien. Il va le niquer, l'Italien. Ouais, ça devrait le faire. Maintenant, c'est sur le physique, sur le long terme. Si le match dure ou quoi que ce soit, il faut qu'il reprenne une condition physique. Il vieillit mal, hein. Voilà. En tout cas, plus de Français au tournoi de Madrid. Hugo Humbert, qui est 14e mondial, le numéro 1 français, a perdu contre le 25e Struff, un Allemand. Donc voilà, retour de Carlos Alcaraz, numéro 3 mondial et qui a été ancien numéro 1, Carlos, qui a 19 ans. Très très fort. Qui s'est blessé au bras l'année dernière. Que dis-je? La semaine dernière, à Barcelone, il a pas pu jouer. Là, il a repris. Il a le bras bandé comme pas possible, mais il arrive à jouer. Il se prépare pour Roland aussi. Attention, très très fort. Et puis pour moi, mon favori, avec Djoko bien évidemment, mais Djoko, on sait pas trop où il va maintenant parce qu'il a toujours pas vraiment joué sur terre. Mais mon favori, c'est l'Italien Yannick Sinner, numéro 2 mondial, qui gagne tous ses matchs en 2024. Il a perdu qu'à Monte-Carlo. C'est sa seule défaite à Monte-Carlo et il a perdu en demi contre Tsitsipas, donc le vainqueur. Mais c'est pour moi le favori. Il a un jeu magnifique et je le vois gagner le tournoi de Madrid. On verra, on en parlera la semaine prochaine. Avec grand plaisir. En espérant, évidemment, je pense que c'est Sinner, mais en espérant que ce soit Nadal, évidemment. En toute objectivité. Ça ferait de toi un Jean-Mi heureux. Un Jean-Mimi heureux. Un Jean-Mi heureux, exactement. Non, mais voilà, en tout cas pour le tennis, on va suivre ça. Et en tout cas, pour finir un peu sur l'Espagne, ce qu'on peut dire aussi, c'est que au niveau du foot et du Real Madrid, Madrid avec leur victoire ce week-end, ils sont quasiment sûrs d'être champions. 14 points d'avance sur le Barça. Deuxième, je vois pas comment le titre peut leur échapper. Putain, ils font une belle saison. Hein. Demi-finale de Ligue des Champions. Oui. Champion entre guillemets. Oui. On leur souhaite en tout cas. Très très grosse saison, très grosse équipe. Hein. De toute façon, tous les ans, le Real, c'est mais très, le Real, chaud, je pense que tu peux mettre n'importe quel joueur, je sais pas, c'est une mentalité, je pense. Ouais. Moi, je suis pas très Real Madrid, pour être franc. Ouais, je sais. Mais c'est une... écoute, hein, chacun, moi je suis plus Barça, je suis désolé. Plus Barça que le Real. Mais ils ont une mentalité qui fait que ça gagne. Et même quand ça perd, c'est jamais très très loin, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc écoute, en tout cas, en Liga, le titre est quasiment plié. En Allemagne, le titre est plié. Parle-nous un peu de cette équipe qui te fait rêver en ce moment. Franchement, le Bayer cette équipe du Bayer Leverkusen est exceptionnelle. Ils ont une spécialité en ce moment, c'est de marquer dans les 5 dernières minutes à chaque fois. Non mais c'est même pas les 5 dernières minutes, c'est dans le temps additionnel à chaque fois. Ouais. C'est incroyable. Le Bayer Leverkusen, ils ont cette saison marqué dans le temps additionnel sur 15 matchs. Mais attention, en plus, c'est pas des buts, comme je disais, où c'est des buts où il y a déjà 4-0 pour eux et ils en mettent un 5e et puis tout le monde s'en fout. C'est tout le temps des buts qui donnent des points. C'est soit pour la victoire, soit pour ne pas perdre avec des matchs nuls. Et notamment leur match contre le Bayern, les matchs aller et retour, ils ont marqué à la 94e au match aller et ils ont marqué à la 95e au match retour en championnat. C'est une histoire de mental. Hein. En Europa League, en 8e de finale, ils égalisent sur le match aller à la 92e et au match retour,
ils marquent 2 buts à la 93-97. C'est un truc de ouf. Ce week-end, alors qu'ils sont déjà champions d'Allemagne. Ils ont joué contre qui? Contre Dortmund? Non, Dortmund, c'était la semaine dernière. Ils ont égalisé contre Dortmund à la 97e. Ouais, je m'en rappelle. Mais ce week-end... Et là, ce week-end, j'ai vu qu'il y a une page Instagram qui avait fait l'annonce comme quoi, ça y est, ils ont perdu. Exactement. En fait, ils ont fait l'annonce trop rapidement parce qu'ils ont marqué. Ils ont égalisé à la dernière minute. À la 97e minute, le dernier corner, quoi. Ils sont vraiment passés pour des cons. Hein. C'est fou. Moi, c'est incroyable. Xabi Alonso fait un travail exceptionnel. C'est incroyable. Voilà. Et ils sont en demi-finale d'Europa League. Moi, je les vois aller au bout, pourquoi pas? Ce serait quand même assez incroyable, une équipe qui gagne le championnat et la Coupe d'Europe et la Coupe d'Allemagne en n'ayant perdu aucun match. Je pense que ça s'est jamais vu. Non. Je pense que ça s'est jamais vu. Non. Écoute, on va suivre ça. Et ça sera un peu notre fil rouge. Ouais. Ça sera notre fil rouge de foot parce que vraiment, une équipe telle que celle-là que personne n'attendait. C'est équivalent à quoi en France, on va dire, avec Hussein? On va dire que c'est l'équivalent de l'OGC Nice. En termes de... Non, mais en termes de... Non, pas en termes de niveau. Pas en termes de niveau. Pas en termes de niveau. En termes de... Je veux dire, de projet, d'investissement. Bah, en tout cas, c'est une équipe qui est pas prête à la base pour gagner le championnat. C'est une équipe qui est faite, qui est programmée. Non, mais ça, c'est une équipe qui est programmée pour jouer une Coupe d'Europe, en fait. Quelle qu'elle soit. C'est vrai que sur le principe, on va dire que ça fait un peu Nice. Mais limite, ce que j'ai envie de te dire, c'est que en championnat, je vois cette saison du Bayer Leverkusen. Bon, ils sont champions, d'accord, mais ça me fait penser à limite un peu à Brest où tu vois, c'est une équipe que t'attends pas. Tu sais pas. Vrai. Genre autant Leverkusen, tu sais que normalement ils vont être en Europe, mais tu les attends pas champions invaincus. Non, c'est vrai. Brest cette fois-ci, tu les attends jouer pour le maintien et ils sont 3e du championnat, sûrs d'être qualifiés pour une Coupe d'Europe. Et en plus, ils jouent vraiment bien ces Brestois. Hein. Mais franchement. Là, le dernier match qu'ils ont fait, ils ont gagné 5-4. But à la dernière minute. Encore, voilà, marque de fabrique. Sur un derby en plus. Sur le derby breton. De Bretagne, j'allais dire Normandie, mais c'est Bretagne. Excusez-moi la géographie. Hein. Mais ça joue bien. Ça joue bien. Avec un Pierre Lesmelou en feu. Putain, alors il était à Nice, il était bidon qu'il en pouvait plus. C'est vrai. Il est à Brest, il fait ses meilleurs matchs. Écoutez, moi franchement, je vais parler de Lesmelou parce que tu viens de me tendre une perche. Mais je vais te dire tout ce que les gens pensent tout bas. Lesmelou, j'adore ce joueur. Pourquoi? À Nice comme à Brest. Hein. À Brest, de toute façon, il fait une saison exceptionnelle. Il va être nommé au trophée pour être le meilleur joueur de la saison. Bon, bien sûr, ils vont le donner à un Parisien comme d'habitude. Évidemment. Mais il sera nommé. Mais Lesmelou, c'est un joueur qui paye pas de mine. C'est un joueur de Ligue 1, en fait, tu vois. C'est un joueur de Ligue 1. Très bon joueur de Ligue 1. Mais qui, pour un maillot, va tout donner sur le terrain. Et moi, c'est ce que je veux, en fait. À Nice, il jouait avec ses qualités. Il loupait peut-être des trucs, mais la seule chose, c'est qu'on s'est juste focalisé sur lui à un certain moment, mais l'équipe en elle-même était nulle à un moment donné, tu vois. Ah oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'était le meilleur des nuls. Non, mais c'est un peu ça. C'était un peu ça, et surtout, c'était le mec qui, à chaque fois, se donnait à fond. C'était le mec qui ressortait avec les crampes du terrain, tu vois. C'est vrai. C'était un peu comme à l'époque Melvin Bard. En fait, c'est un peu le même parcours. Melvin Bard, un peu nul, tu vois, qui était pas à fond. Enfin, si, toujours à fond. Ouais. Toujours à fond, mais qui avait pas le niveau. Et cette saison, il a évolué grave à un niveau de folie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, quand tu allies l'envie avec le niveau, ça éclate. Et Lesmelou, c'est ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Et Lesmelou, je lui ai jamais jeté la pierre, comme on peut dire, même si, avec un petit jeu de mots sympa. C'est quoi son prénom, d'ailleurs? Pierrot. Bravo! Ouais. Donc, non, franchement, super, je suis content. Et puis, un petit Niçois aussi entraîneur, hein, Eric Roy. Oui, c'est vrai. Voilà. Et lui, ça faisait 11 ans qu'il entraînait pas. Personne ne le voulait. Et il arrive à faire de Brest, une équipe qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça serait ouf, hein. En phase de groupe, hein. Ouais. Pas la qualification. Phase de groupe de la prochaine édition de la Ligue des Champions, avec la nouvelle version. Non, c'est fou. Franchement, j'ai rien contre Brest, et au contraire, maintenant, bravo à eux, quoi. Ah oui, oui. Alors, ce qui est con, c'est que du coup, ils nous prennent un peu une place parce qu'on les attendait pas là. Oui. Mais en même temps, les Marseillais, les Rennais et les Lyonnais, on les attendait pas à leur place aussi, donc c'est tout. Nous, on est 5e. On est 5e, on a fait une semaine pas mal, hein. Quand on dit nous, on parle de l'OGC Nice. On parle de l'OGC Nice. Ouais, on a fait mercredi, on a joué contre Marseille. Oui. Est-ce que toi, avant le match, on te dit, bon, à la fin du match, il y a 2-2, tu signes ou pas? Match à Marseille. Avant le match, je signe. Bien sûr, moi aussi.
au vu de la physionomie du match, j'aurais préféré une victoire. Moi aussi, évidemment. Maintenant, on en a déjà parlé en off, même avant, quand on se disait comment tu vois la suite du championnat quand on était au plus mal. Moi, je me souviens d'un truc où tu m'avais dit, moi, je ne vois aucune victoire de Nice jusqu'à la fin de la saison. Et ils se sont réveillés, c'est incroyable. Ils m'ont fait fermer ma gueule. Ouais. Et tant mieux, que ça continue. Tant mieux. Parce que, putain, le match qu'ils ont fait à Marseille, il y avait beaucoup d'erreurs, mais c'était pas mal. Il y a eu 2-2. Bon, ok, il n'y a pas penalty. Chaud, il n'y a pas faute, il n'y a pas penalty, il n'y a pas carton jaune. J'ai parlé avec des Marseillais après le match, en toute objectivité. Même eux, ils m'ont dit, non, c'est vrai les gars, si c'était pour l'OM, enfin, si la situation était pour l'OM, ils auraient crié au scandale. Évidemment. Mais bien sûr. Et oui, seulement, voilà. Sur le coup, non, il y a penalty. Non, il n'y a pas penalty, les gars. Mais non, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty, mais tu vois, on va être franc. Normalement, un Marseillais aurait dû peut-être prendre la parole avec nous pour débriefer sur ce match, mais... Ouais, mais il a eu peur de débattre sur ça. Ouais, je crois qu'il a eu un peu peur. On dira pas son nom, mais il se reconnaîtra en écoutant. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoutez, on devait avoir un invité, malheureusement, il n'a pas pu être présent, mais ça sera à charge de revanche. On parlera un petit peu de leur épopée européenne, on verra contre l'Atalanta, mais en tout cas, sur le match, effectivement, il n'y avait pas penalty. Tout le monde l'a vu. Voilà. Et lui, il va te dire derrière, oui, mais il n'y avait pas carton rouge. Exactement. Je m'en rappelle plus le nom du joueur, je veux pas l'écorcher. Donc, ouais, alors je vais tenter, je crois que c'était Moumbounia, bref. Attends, sur les 2 cartons jaunes, là, il fait 2 fois. Non mais voilà, c'est ça. Alors, ok, tout le monde dit c'était inadmissible qu'ils se prennent en rouge là-dessus, mais la première faute, elle y est. Bah oui. Mais tu vois, je pense sincèrement que, imaginons, il avait pas eu de jaune avant. Il avait pas de carton. Non. Il fait cette faute. La deuxième, hein. Oui. L'arbitre lui met un carton jaune. Personne ne dit rien. Mais évidemment. Parce qu'il reste sur le terrain et parce que c'est dans le jeu. Maintenant, comme ça devient une expulsion, les gens se disent c'est abusé. Tout le monde crie au scandale, mais alors que pas du tout. Alors, il y a en fait, on est d'accord qu'il y a faute. Dans tous les cas, il y a faute. Bien sûr. On est d'accord. Oui. En fait, les gens gueulent en disant ça mérite pas carton jaune. Ok? C'est surtout ça que les gens disent. Parce que à partir du moment où il y a faute, après c'est à l'arbitre de juger. Attention, ça va pas dans notre sens. Enfin, si ça va dans notre sens, mais c'est pas contre nous que ça se passe. Donc je sais pas comment on aurait parlé, mais pour moi, c'est pas choquant qu'ils mettent un jaune sur une faute pareille. Non. Ça m'aurait pas choqué qu'ils en mettent pas, attention. Mais ça me choque pas du tout qu'ils mettent un jaune. Tant mieux pour nous, il y a eu un rouge. Même après ça, on n'a pas su vraiment non, ça a été compliqué. Profiter de ça. Ah, ouais. Les Marseillais vont te dire que s'ils étaient à 11, ils auraient gagné le match. Bah oui, totalement. Ah bah oui, c'est l'excuse la plus facile, hein. Oui. Mais oui. Après, quand tu vois la dernière action d'Aubameyang, normalement... Ouais, franchement, on peut pas dire. Ouais. Alors, moi, j'ai crié comme si nous, on avait marqué, quoi, hein, quand il s'est loupé. Hein. Ouais. J'ai crié tellement fort. Laisse tomber, c'était ouf. Moi, j'ai toujours aimé Aubameyang, en fait. J'ai toujours kiffé ce joueur, en fait. Ce style de joueur, tu sais, un peu maigrichon, mais tu sais, hyper rapide, très rapide technique en tant qu'attaquant. J'ai toujours kiffé. Quand il était à Arsenal, tout ça, et à Dortmund, magnifique. Ah oui. Il jouait avec Dembélé, putain, c'était ouf, hein. Ouais, incroyable. C'était. Et en fait, c'est vrai que d'avoir vu cette action-là, c'était quand même assez fou. Enfin, en toute objectivité, franchement, j'aurais kiffé qu'il marque un but pareil, quoi. Ça aurait été beau qu'il y ait un but comme ça. Alors que c'est contre Nice, hein. Contre nous, c'est la merde. Ça m'aurait bien fait chier. Ça m'aurait fait chier. Et en plus, j'aurais reçu plein de messages. Ouais. Mais ça me fait chier pour lui, après tout ce qu'il a fait sur l'action, qu'il marque pas. Pour tout vous dire, en fait, il part vraiment du milieu de terrain côté gauche, il dribble un ou deux joueurs, après il arrive à faire un crochet sur Rosario et après sur Dante, il passe entre deux. Heureusement que Todibo revient, parce que c'est ça qui l'oblige en fait à faire son piqué. Donc c'est uniquement grâce au retour de Todibo finalement qu'il ne marque pas. Oui. Et d'ailleurs Todibo sur ce match, très très gros match. Oui, très gros match. Il a fait plaisir. Hein. Il a fait vraiment plaisir. Très gros match de Todibo. À l'inverse, on a mauvais match de qui? Dis-moi un nom là. Vas-y, je t'écoute. Et normalement, le numéro 10 est censé être le meilleur de l'équipe. Putain, qu'est-ce qu'il est nul. Oh, il est pourri, hein. Claude Maurice. Oh, il a fait 2 drops. Il est rentré, il a fait 2 drops. Ça, c'est fou. Je peux plus me le voir, ce joueur. Franchement, de tout mon entourage, j'étais le seul à ne pas l'aimer.
Tout le monde me disait, mais tu verras, il va percer, nani, nana, nul, pourri. Franchement, il est rené. En fait... Et là, aujourd'hui, mercredi contre l'OM, il l'a prouvé. Il ne l'a même pas cadré, la frappe. Ces 2 frappes, il ne les a même pas cadrées. C'était de la merde. Surtout que c'était limite au point de pénalty, quoi. Surtout une, quoi. Ben oui. Surtout une. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que un joueur, quand tu es remplaçant tout au long de la saison, et qu'on te fait rentrer en tant qu'attaquant, à 10 minutes de la fin, 2-2, en supériorité numérique, t'es censé apporter un truc de ouf quand même. Ah oui, il apporte rien. Tu vois, il est censé être technique et tout ça. T'es censé apporter un truc où normalement c'est toi qui fais la différence, non? Je suis T'es tout à fait frais, d'accord. t'es comme un fou. Les Marseillais, ils ont joué à 10 pendant toute une mi-temps. Ils étaient cramés, limite avec des crampes. Toi, t'arrives, t'es technique, t'es attaquant. C'est toi on a 80% de possession de balle en seconde mi-temps limite. Oui. Bah oui. Et lui, après, en il même temps, arrive. on a fait la passe à 10 en défense, hein, on va pas se mentir. Hein. Non mais d'accord, mais par contre on les a épuisés. Tu voyais qu'à la fin c'était sur une corde. Alors nous c'est parce qu'on a essayé de gagner qu'on s'est pris un contre, tu vois. Exactement, oui. Mais c'est vrai. mais il y a pas eu, on n'a pas eu beaucoup d'occasions en seconde mi-temps, eux non plus d'ailleurs. Non, c'est vrai. Ok. Mais normalement tu dois faire la différence. Le gars il arrive, il fait que de la merde. Ah, mais... Que de la merde. Moi je comprends pas. Non, il est super nul. Mais dans l'équipe de Nice actuelle, je pense que on peut sortir 2-3 noms comme ça qui sont vraiment nuls. Bon, on en parlera dans un prochain podcast ou dans un prochain match. Mais écoute, pourquoi pas faire une émission que là-dessus où on parlera peut-être en fin de saison de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est écoulé. Des flops et des non-flops, je sais pas comment on dit. Oui, bien sûr. Et des faux flops. Et des faux flops. Des petits flops. Ouais. Mais oui, bien sûr, on en parlera avec plaisir. Mais bon, au final, on prend 4 points sur 6 dans la semaine. C'est bien, avec un match à Marseille, avec 2 déplacements. Ouais. Même à Strasbourg, c'était compliqué parce que Strasbourg, il faut savoir que s'ils gagnaient leur match, ils étaient maintenus officiellement. Ouais. Donc c'était pas évident. Bah, c'était mal parti, hein. On a pris un premier but. Oui. Et surtout que c'est même pas contre le cours du jeu. Non, c'est vrai. On a eu 20 premières minutes vraiment pourries, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais à l'image de la deuxième partie de saison. C'est vrai. Au début, c'était vraiment nul. Hein. Ouais, j'ai insulté tout le monde devant ma télé. Hein. Ouais. Et en fait, je pense qu'on s'est réveillé au moment où Guessant a loupé sa frappe au point de pénalty, là où il a tout fait et il a mis juste à côté alors qu'il avait fait le plus dur. Et je crois que c'est même juste avant ça, hein, quand il doit faire la passe à Boga. Oui, c'était juste avant ou juste après ça? Ah, je sais plus le courant du match, mais les 2 actions, elles se suivaient. Quoi. Oui. Et attends, quand il doit faire la passe à Boga, il y a but là normalement derrière. Hein. Oui. Et au final, je sais pas ce qu'il fait. Il réfléchit trop, tête baissée, il va absolument marquer. Bon, on peut pas trop lui en vouloir parce que c'est un joueur qui se la donne quand même pour le club. Oui, ça c'est vrai. Donc, tu vois, c'est ce style de joueur que je t'ai dit. C'est le style de joueur qui, quand il est sur le terrain, il va tout donner pour l'équipe, il va tout donner pour tout. Il va falloir qu'il soit un petit peu plus altruiste quand même. Ben oui, on va pas commencer à l'insulter parce que on va dire que c'est le premier match où il est un peu... Oui. Et puis il en est à 6 buts en championnat 1. Ouais, donc ça va. Il fait le taf, il est remplaçant. Quand il est sur le terrain, il fait ce qu'il faut. Heureusement qu'il a marqué son penalty d'ailleurs. Il a marqué, ouais. Il a eu du sang-froid, il a marqué son penalty, donc c'est bien. Toujours 5e du championnat. À 3 matchs de la fin, on est au bout. On est 4 points derrière Lille et on est 5 points devant Lens. 5 points devant Lens qui, au moment où on vous parle, effectivement, pour tout vous dire, on est dimanche soir. La journée de championnat n'est pas terminée. Marseille est en train de mener 1-0 contre Lens au moment où on vous parle. Oui. Donc effectivement, la victoire de Marseille fait un petit peu les affaires de Nice, je dirais, parce que du coup Rennes a perdu, Lens est sur le point, est en train de perdre. Fini. Après c'est un match à Marseille, donc c'est compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que le trou commence à se faire à 3 matchs de la fin du championnat. Et tant mieux qu'on ait un peu de chance qui nous sourit. Quoi. Voilà, les places européennes se dessinent. Pour le moment, c'est l'Europa League, actuellement. C'est pas plus mal. Alors, c'est clair que j'aimerais vraiment entendre la musique de la Ligue des Champions. Dans le stade, bah oui, ce serait énorme, tu vois. Parce que j'entends beaucoup de monde dire, moi, si je devais choisir, je prendrais l'Europa League, c'est mieux pour nous. Frère, les gars, tu t'en bagarres. Ligue des Champions, les gars. On s'en fout de prendre comme Marseille 0 points à chaque fois qu'on joue avec des champions. Rien à foutre. On prend des sous déjà. Oui. On prend des sous et c'est plaisir, ce qu'on attend. Ça fait plaisir d'avoir. Mais bien sûr, il faut bien commencer. Et oui, ça peut attirer des joueurs. Non, mais si tu attends de jouer l'Europa League, mais c'est bon, vas-y, on regarde plus. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, eux, les Anglais d'Ineos,
les propriétaires de jouer l'Europa League. Ouais, grave. Non, Puis la Ligue des Champions, les gars. Ça pourrait permettre d'attirer de nouveaux joueurs d'un meilleur calibre. Mais et bien surtout, sûr. d'en virer quelques-uns de l'OGC Nice. Claude Maurice, par exemple. Je dis ça, je dis absolument rien. Bon, le prochain fil rouge de Nice, je crois que pendant les 3 prochaines semaines, c'est Claude Maurice. Et encore, il a pas joué ce dimanche. Heureusement, hein. Ouais. Putain. Mais non, c'est cool. Donc, je m'attendais pas à ce qu'on soit à ce classement et avec autant d'écart à 3 matchs de la fin. Mais ça fait plaisir. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que on a quand même un calendrier qui est pas évident. Ouais. Donc, la semaine prochaine, à domicile contre le Havre, une victoire et c'est l'Europe assurée. Et j'espère bien. Une qualification assurée. Et d'ailleurs, le prochain match, Pablo Rosario, tu le vois sur quel poste? Parce qu'il a joué partout, là. On est C'est le d'accord, couteau suisse. C'est le couteau suisse. Lui aussi, en ce moment, il est quand même pas mal décrié. Mais Mais il est bon, hein. Franchement, là, sur l'aile droite, là, il a alors, bien joué. Hein. ok, il fait quelques erreurs, ok, parce Et- que c'est pas son poste, mais à un moment, il a fait quelques coups en défense qui étaient, je trouve, pas mal pour un joueur qui est pas à son poste. Je pense que c'est le couteau suisse, c'est-à-dire qu'en fait, il est pas hyper bon dans un poste de prédilection. Il va être, disons, normal dans plusieurs postes, et un joueur comme ça, je pense qu'on a tous besoin, Oui. tu vois. Il est s'adapte arrière bien. droit, Il s'adapte vraiment il bien. s'adapte comme il peut, il fait ce qu'il peut. Et donc arrière droit, après il a fini au milieu de terrain en sentinelle, il a joué en défense centrale. C'est vrai que, putain, ouais, en parlant de Youssouf, quand il est sorti, que Rosario a pris sa place. Vous avez vu Youssouf, les gars? Oh, c'est un gros porc. Oh, il a été blessé, il a fait le tour des kebabs de Nice. C'est un truc de fou. Ah, mais je sais pas ce que vous en Mais pensez. lui de hein, base mais- il est quand même très très costaud, tu vois, Ouais, il est mais petit, putain, costaud. t'as pas vu là? J'ai l'impression qu'il a pris 10 kilos. J'ai pas fait De toute attention, façon, je t'avoue. on l'a pas vu sur le terrain. Enfin, il a pas été bon. Voilà. Pourtant, tous ces matchs, il est fort. Là, il a pas été ouf. Maintenant, moi, point positif, vraiment, c'est Kefren Turam. Oui. Franchement, Il faut en parler. Il faut en parler. parce que on n'arrêtait pas de le critiquer, et à juste titre, hein. Mais depuis vraiment le retour, en fait, où on perd plus, ça fait 4 matchs où on perd plus, et ben, depuis, on va dire, allez, oui, 2-3 matchs, il reprend vraiment un niveau qui est normalement le sien. Oui. Contre Marseille, il a fait un gros match, il a cassé des lignes à un moment donné au milieu de terrain. Et il manquait très, quand très même chaud. la dernière passe. Hein. Ah non, mais attention, Après, mais il a ça fait- c'est comme d'habitude. Oui, hein. oui, c'est vrai. Il manque la dernière passe ou le tir à la fin. Comme a fait La Sanson sur son but là face à Strasbourg. Oui, C'est le pointu là qu'il a le fait. pointu, Si Thuram il avait fait ça contre l'OM, peut-être qu'il aurait marqué. bien sûr. Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien de retrouver Kefren à ce niveau-là. De toute façon, bon, ça m'étonnerait que Deschamps le prenne pour l'Euro, Bon, juste non, par à rapport mon au fait avis, qu'il ait eu un semblant de niveau sur 2 matchs. Non, pas du tout. À mon Mais, avis, il sera sûrement appelé pour les JO avec Thierry Henry. Ouais. Je pense. Oui, c'est sûr, c'est Ce sûr, c'est sûr. serait c'est sûr. mérité, peut-être. Oui, non, pas, mais c'est je sûr, sais il pas. est dans le groupe, c'est limite le capitaine, c'est bon, il y sera. Et puis il est obligé de faire plaisir à Ligue 1. Oui, le cousin. Ouais, bah ouais. Bien sûr, il y aura Kefren au JO et puis il y aura Marcus À l'Euro. à l'Euro. Marcus Donc, à l'Euro, on dirait le nom d'une série. Marcus à l'Euro qui a donné le titre à l'Inter Milan Oui, et cette c'est- semaine en marquant le seul but du match, c'est ça, victoire 1-0, Très bonne question. il me semble. Mais voilà, il a marqué et offert le titre à l'Inter, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas gagné. De toute façon, si on donne des fausses infos, les amis, vous pouvez très bien réagir sur la page Ah Instagram. oui, n'hésitez les pas, gars, hein. On se dit pas être les spécialistes. Pas Maintenant, du tout. Nous, on analyse et on rigole et puis voilà, on se détend un peu. Voilà. Donc non, voilà, donc il a offert le titre à l'Inter, super, tant mieux pour eux. Félicitations à lui. Hein. Ouais, ça, ouais. ça peut lui donner des points pour aller à l'Euro. Bon, je pense que de toute façon, ça c'était acté. Hein. Sa sélection à l'Euro, Oui. je pense. Et puis mine de rien, ça me fait penser à quelque chose. Chaque championnat a sa surprise. En France, en Ligue 1, on a Brest. En Allemagne, en Bundesliga, on a le Bayer Leverkusen. C'est vrai. En Première Ligue, on a Aston Villa qualifié en Ligue des Champions. Devant United, Tottenham et tutti quanti. D'accord. Et En Espagne, on a qui? en Espagne, on a Gijón. Pas Gijón, hein. C'est pas. Gérone. Ça... On a Gérone. On a Gérone, pardon. On a Gérone qui est 3e du championnat, qui a été leader pendant longtemps. Et Gérone qui est le club présidé par le frère de Pep Guardiola. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc surprise. Et en Italie, Bologne qui joue la 3e place, qui est 4e actuellement à 1 point de la Juve 3e. D'accord. Bologne qualifié pour la Ligue des Champions également.
Boulogne qui est entraîné par, jeune homme, Je ne sais pas. Thiago Motta. D'accord. Ah oui, Voilà. mais il parle de lui à la Juventus, il me semble. Ouais. J'ai vu un tweet. Voilà. Donc, une surprise dans chaque championnat cette année. C'est bien, ça fait plaisir. Bah écoute, espérons avoir... Non, ne pas avoir de surprise à l'Euro et voir la France gagner, quoi. Ce serait logique, les amis. Ce serait logique, on en reparlera, mais effectivement, ce serait cool. Ce serait cool, en tout cas. Bon, ben voilà, ce podcast est sur le point de se terminer. Sur le dernier podcast, on a eu quelques retours concernant le réglage des micros. J'espère que cette fois-ci, c'est mieux. En tout cas, on a essayé au fur et à mesure de nous améliorer, au niveau des réglages aussi, donc soyez un petit peu indulgents. On a fait ce qu'on a pu, j'espère que ça se passera bien cette fois-ci. Et puis, comme on l'a dit, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des journalistes, on est là entre amis. Oui. On débriefe comme on peut avec les moyens du bord et de toute façon, c'est ça. On est là pour discuter. Hein. Et on se retrouvera de toute façon à chaque fois pour parler de tout ça, pour parler d'autres émissions. On vous prépare de belles choses et on fera tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'éclater tous les deux et puis qu'on vous éclate aussi. Voilà, avec des invités. De bons invités, des amis, des gens connus ou pas. Ouais. Et voilà. Hein. Bon, Jean-Mimi, à plus. À plus. Ciao. Ciao.